La présidence du Parc naturel régional des Vosges du Nord a changé, mais on n'avait pas encore eu l'occasion de vous accueillir sur ce plateau. Nathalie Marajo-Guttmüller, vous avez pris la relève après Michael Weber. Pour vous, c'était une suite logique. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Alors les suites ne sont jamais logiques parce que c'est une élection, mais je suis entrée dans le parc en 2014. J'étais alors première adjointe à Wörth, donc en Alsace du Nord, et je suis rentrée par le biais d'un comité de pilotage autour des musées. J'étais présidente du musée de la bataille du 6 août 1870 à Wörth, et je suis entrée dans le comité de pilotage de la conservation des musées. Et très vite, c'est vrai, le parc, c'est une instance qui m'a beaucoup plu, et j'ai fait différents projets dans ma commune avec le parc. En 2015, je suis devenue conseillère départementale du Bas-Rhin, et à ce titre j'ai intégré le comité syndical, et puis il y a 2 ans je suis devenue vice-présidente. Donc c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a une continuité, mais je n'étais pas non plus la plus ancienne. Oui, il y a une continuité, mais il fallait quand même passer par la case élection. Tout à fait. Ça a été un succès sans souci. Alors au parc, il y a beaucoup de projets qui sont de longue haleine. Je pense par exemple à l'éco-rénovation, l'accompagnement pour l'éco-rénovation. Ça va continuer. Bien sûr, et c'est de plus en plus un enjeu. Alors c'est vrai que cette année, nous avons fêté les 20 ans de l'éco-rénovation. C'est à peu près 4000 conseils que nos architectes ont donnés à des particuliers ou à des communes. Et c'est vraiment un enjeu important parce qu'on va quand même vers la zéro artificialisation nette, c'est la loi ZAN. Et on a une chance, parfois ça pouvait peut-être paraître comme quelque chose de négatif ou de péjoratif d'avoir beaucoup de logements vacants. On en a 4500 dans le périmètre des Vosges du Nord, et aujourd'hui c'est une chance parce que ça nous permet de développer l'habitat, le logement, sans artificialiser les sols. Et avec les conseils en éco-rénovation, ça permet d'avoir des rénovations vertueuses, durables, de faire travailler des artisans locaux, et nous travaillons aussi à la formation de ces artisans, mais également à la formation des particuliers qui veulent rénover eux-mêmes leurs habitations. Donc ça fait vraiment partie intégrante de notre politique, et c'est vraiment un enjeu pour le développement de nos petits villages, des plus grandes villes, de pouvoir proposer une offre d'habitat pour des jeunes ménages, par exemple. Oui, parce que quand on parle de parc naturel régional, les gens souvent pensent à la nature, la forêt, ils n'imaginent pas, il y a des gens qui vivent au cœur du parc. Tout à fait, et c'est un petit peu la mission première d'un parc, c'est de faire cohabiter, et je le dis souvent, l'homme et la nature. Il y a de la vie dans un parc, on vit dans un environnement souvent privilégié, exceptionnel, c'est pour ça qu'on est labellisé parc, mais on veut vraiment favoriser la vie, et puis une vie agréable, et le développement aussi. Le parc ne s'oppose pas au développement économique, social. Et c'est justement l'enjeu, le défi, parce que ce n'est pas simple de permettre ce développement-là tout en respectant l'environnement. C'est des défis, ce sont des défis vraiment passionnants, jamais simples, mais on y arrive. Alors, on vous sent passionné. Alors dites-nous un petit peu quels sont les autres projets qui vont continuer sous votre présidence ? Alors, pour l'instant, on avait mené des gros projets d'investissement pour renaturer ou restaurer la continuité écologique avec les projets Life Bio Corridor. Là, ils sont terminés. C'était de gros chantiers. On a beaucoup de projets. Agrandir, par exemple, la réserve naturelle de Bitche, des tourbières de Bitche. On travaille actuellement autour du paysage avec le club vosgien pour réaliser des kits d'abri qu'ils pourront construire eux-mêmes. Et on a énormément de projets, mais aussi notre cœur de métier, et souvent c'est pas forcément connu, c'est d'apporter notre expertise, le conseil de nos agents qui sont tous des spécialités dans leurs domaines différents auprès des communes, des intercommunalités, pour apporter des conseils et parfois aussi des idées neuves. J'entends beaucoup ça de la part des maires, c'est que les agents du parc, même si on veut répondre aux besoins, on ne veut pas être pyramidal et vertical, que les idées viennent d'en haut. On veut vraiment être à côté d'eux, accompagnés. Mais l'éclairage de nos agents apporte parfois des pistes nouvelles et qui intéressent beaucoup les élus locaux. Donc ça, c'est un peu un appel du pied aux élus, et ayez le réflexe de faire appel au parc. Réflexe parc. Il y en a beaucoup qui l'ont, et souvent ceux qui vraiment font la promotion du parc, ce sont les élus qui ont travaillé avec le parc. Et quand on en parle peut-être de façon un peu moins positive, c'est parce qu'on ne connaît pas vraiment bien ce que fait le parc.
C'est parce qu'on n'a pas encore travaillé avec. Il y a la souscription aussi des parcelles de forêt en libre évolution. Alors ça, est-ce que c'est une nouveauté et ça consiste en quoi? Oui, tout à fait, c'est une nouveauté. Donc on a signé avec la Fondation du patrimoine, qui ne s'occupe pas seulement du patrimoine architectural, mais aussi du patrimoine naturel, une convention lors de la Nuit des forêts pour mettre en libre évolution de petites parcelles, des placettes. Alors, il y a un gros projet de Francis Allais qui veut mettre 70 000 hectares de forêt sous cloche. Ce n'est pas forcément la manière dont nous envisageons la forêt et puis la cohabitation entre l'homme et la nature. Notre objectif, c'est de déjà observer sur ces placettes l'apport, le bénéfice de la libre évolution, mais aussi de permettre, notre objectif, c'est vraiment de continuer de développer l'économie du bois, donc de ne pas mettre la nature sous cloche, de permettre la présence humaine dans la forêt. Je crois qu'on a besoin de nature aussi, et de plutôt essayer d'étendre une gestion vertueuse des forêts. Celle des Vosges du Nord est relativement bien gérée, que ce soit par les services publics, l'ONF avec qui nous travaillons parfaitement bien, ou les forêts privées. On a une manière de gérer la forêt qui devrait être certainement étendue et prise pour exemple, elle l'est souvent, plutôt que de mettre complètement la forêt sous cloche. Mais ces petites placettes de libre évolution permettent déjà d'observer, c'est très important. On a différents observatoires photographiques. Il y en a un qui va être lancé là grâce au Grand Est par le projet Life Biodivest pour observer la forêt. Et depuis 20 ans, on observe déjà le paysage. Ça donne énormément d'informations pour prendre les décisions du futur et mener une réflexion autour de la forêt. Là aussi, l'objectif, c'est d'être dans l'idée de la cohabitation. On ne va pas tout d'un coup interdire des endroits de forêt aux promeneurs, etc. Pas du tout, mais on va inciter et éduquer les promeneurs. On a le projet de quiétude-attitude qui va être très très prochainement, il a déjà été voté, étendu à une grande partie du parc, où on rappelle les bons usages. Beaucoup de promeneurs les ont déjà, mais parfois il faut les rappeler pour que justement on puisse continuer d'aller dans la forêt sans la mettre en danger, sans mettre la faune, la flore en danger. Alors le parc en tant qu'institution, entre guillemets, vous avez obtenu la reconduction de la liste verte auprès de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est quoi cette liste verte et ça apporte quoi au parc ? Alors c'est vrai que c'était un des premiers défis. À peine j'ai été élue, on a eu la visite d'un inspecteur de l'UICN, donc c'est l'Union internationale de la conservation de la nature, qui privilégie des sites naturels très bien gérés. Alors il y a des listes noires avec les espèces en voie de disparition, les espèces qui disparaissent. La liste verte, c'est plutôt de voir ce qui est positif et quelles sont les gestions vertueuses et qui sont bénéfiques pour l'environnement. Il y a seulement 60 sites dans le monde qui ont ce label, donc on en est assez fiers, 60 au niveau mondial. Ouais. Et donc on a été vraiment complimentés sur la manière dont nous gérons les aires protégées. Et c'est vrai que vu le peu de personnes qui sont labellisées, la rareté fait peut-être aussi la qualité de ce label dont on est assez fier. Ça montre que notre travail est positif. Par exemple, le retour de la cigogne noire montre une qualité des eaux à des endroits où on a bien géré les aires protégées. Voilà, ce sont des indicateurs, des témoignages de notre bonne gestion. Et donc c'est une récompense, c'est vrai, c'est un label, c'est un titre, mais c'est toujours très encourageant pour notre équipe. On a placé aussi cette interview sous le thème Objectif 2030 pour le parc naturel régional des Vosges du Nord. Quels sont les prochains projets et ils s'inscrivent comment ? Alors, quand j'ai été élue, un de mes objectifs, c'est d'impliquer les jeunes. Moi, je suis aussi enseignante, je suis professeure de lettres dans un collège et je pense que c'est très très important, mais pas simple, d'impliquer les jeunes dans nos projets et qu'ils s'approprient le parc, qu'ils sachent déjà qu'ils habitent dans un parc et qu'on leur apprenne à connaître, à aimer le parc pour qu'eux, à leur tour, s'investissent pour notre patrimoine, pour tous nos patrimoines et s'y intéressent et aiment notre patrimoine pour devenir les ambassadeurs du parc. Et on a aussi un gros chantier qu'on a ouvert cette année, c'est la révision de la charte. Un parc est labellisé parc pour 15 ans. Donc là, on a commencé cette année à revoir le périmètre du parc et puis pendant les 2 prochaines années, on va être dans la concertation pour vraiment fixer les futurs objectifs. Alors c'est un exercice très difficile
à l'heure où tout progresse très très vite, la technologie, peut-être les mentalités aussi, la société, parce que là on va devoir se projeter jusqu'en 2045. La prochaine charte c'est 2030-2045 et on va fixer des objectifs pour 2045. Donc c'est un exercice assez difficile mais qui permet de vraiment réfléchir et savoir ce qu'on veut pour notre territoire, même s'il y aura des inconnus, on ne peut pas prévoir, on n'a pas de boule de cristal. Et l'objectif c'est d'associer au maximum, pas seulement les élus locaux, c'est important d'avoir leur avis, j'en ai déjà beaucoup qui sont très préoccupés par le réchauffement climatique, mais de toute la population, de vraiment faire de la concertation la plus élargie possible pour fixer des objectifs qui correspondent aux besoins et aux attentes de la population. Alors vous parlez de territoire, vous parlez de périmètre. Est-ce que le périmètre du parc pourrait encore évoluer ? Tout à fait. Donc cette année, on avait des communes qui étaient membres du parc, il y en avait 111, et on avait des communes associées. C'est qu'elles ont déjà montré un intérêt pour le parc et peut-être une envie d'y adhérer. Et donc là, j'ai rencontré en juillet toutes ces communes associées, en général le maire, un adjoint et puis le délégué du parc, pour leur demander s'ils sont partants pour 2030, pour faire partie du parc. On a étudié aussi la pertinence d'agrandir et toutes ces communes présentent des intérêts patrimoniaux, environnementaux, etc. Il n'y en a aucune qui dénote et donc on leur a proposé, pour l'instant on a pratiquement tous les retours positifs et donc le périmètre s'agrandirait d'à peu près 30%. Ce qui est énorme. Ce qui est important, voilà. Mais ça sera peut-être la limite. Parce qu'il faut quand même une certaine cohérence, donc ça sera certainement la limite, on n'agrandira plus, je pense, après, mais voilà, là, on sera en 2060. Énorme. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous expliquer tout ça en participant à cette émission.